Un petit bruit buccal subtilement dosé, le chip est en danger. Rendez-nous les chips. Vous êtes en télétravail, vous enchaînez les réunions en visioconférence, vous jonglez entre Zoom, Teams, Skype, c'est un cauchemar, votre connexion n'arrête pas de sauter, vous en avez marre. C'est bon maintenant, on se calme, on pose le rythme, vous éteignez l'ordinateur, vous éteignez les onglets, vous éteignez tout, vous fermez les yeux, vous vous détendez. Je suis en mode ASMR là. Vous vous détendez et vous écoutez le chip. Bienvenue. Vous pouvez aussi regarder le chip, puisque, je le rappelle, nous sommes disponibles sur YouTube. Vous pouvez nous chercher, le chip, LE, espace, TCHIP. Il n'y a pas de secret ici. Je m'appelle François Olac et je suis, comme d'habitude, accompagné de la fine équipe Mélanie Mwanga. Hello. Et Kevin Donna. Bonjour, bonjour. Kevin, est-ce que tu as réglé tes problèmes d'Internet ? J'aurais bien aimé te dire que oui, mais non. Je suis encore sur 3615 Internet, donc j'ai pas la fibre optique à la maison, il n'y a pas la 4G dans ma rue, donc le streaming, c'est une torture. Vous avez l'eau chaude ou pas ? On a l'eau chaude, on a tout le confort, sauf Internet en 2020-21, pandémie, tout le monde qui dématérialise et moi qui galère à uploader une photo en story, si tu veux. Donc c'est parce que ça fait comme à l'ancienne, tu sais, quand on avait les modems 56K et que quand tu mets une image, tu sais, elle s'affiche progressivement. Non, alors c'est pas progressif, mais ça va vraiment mouliner très longtemps. Je vois le téléchargement au ralenti juste pour uploader une photo en story, que des trucs comme ça. Buffering. Ouais, c'est assez fou, mais bon. Condoléances. Si vous nous écoutez depuis un petit moment, vous avez peut-être déjà écouté cet épisode du Chip qui s'appelle Unpopular Opinion. C'est l'épisode 12 du Chip dans lequel on essayait un petit peu d'aller à contre-courant. On est contre l'opinion mainstream et on donnait un peu nos avis sur la pop culture. On n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les autres, on est un peu plus underground. On donnait nos opinions, voilà. Moi, je me rappelle, j'avais un peu tapé sur Solange Knowles. Mélanie, tu critiquais... Shonda Rhimes. Tu critiquais Shonda Rhimes et tout le Shondaland avec Grey's Anatomy, etc. Ouais, j'avais reçu quelques hate tweets d'ailleurs à la suite de cette chronique. Tout à fait. Kevin, t'étais sur... Ah oui, toi, tu réhabilitais les Rasta blancs, si je me souviens bien. Je réhabilitais pas les Rasta blancs. Je disais que je m'en foutais des Rasta blancs et que je voulais pas transformer ça en question de droit civique. Tu les réhabilitais. On va un peu refaire la même chose, voilà. On va un peu vous secouer les puces, on va un petit peu à nouveau vous en mettre un peu plein la figure. On va faire un nouvel épisode Unpopular Opinion, mais avant ça, on va faire un peu le retour aussi d'un truc qu'on aimait bien faire avant et qu'on n'a pas encore commencé à faire, qui sont les trash ou iconiques. Yes. Oui. Donc je peux peut-être commencer la danse. Allez, c'est parti. Moi, j'avais envie de vous de Michel Zecler. Donc, vous souvenez, producteur de musique qui a été roué de coups par des policiers à l'intérieur même de son studio. L'affaire avait fait beaucoup de bruit. C'était en novembre 2020. L'affaire avait fait beaucoup de bruit. On s'en souvient. Et les images aussi qui ont tourné étaient assez choquantes, puisqu'il s'avère que les policiers qui ont été impliqués dans l'altercation, dans l'agression, ont été filmés par les caméras de surveillance du studio de Michel Zecler. Et des voisins aussi. Pour faire une sorte de contre-plan. Ah oui, il y avait plan contre-plan, travelling, tout ce que tu veux. Ça a jeté la lumière évidemment sur le problème des violences policières qui peut exister en France, et puis sur évidemment les questions de racisme systémique. Zecler, il est passé dans tous les médias, il allait chez Hanouna, vous vous souvenez, c'était un peu le drama. 4 policiers inculpés, 2 placés sous contrôle judiciaire, on en est plus ou moins resté là, voilà. Et à présent, on apprend en fait dans une interview sur BFM TV que Michel Zecler va créer sa fondation, en fait une fondation à son nom pour, je cite, réconcilier les jeunes avec la police. Qu'est-ce que vous en pensez, vous là comme ça, à chaud hot take? J'en pense pas du bien, effectivement. Mais je pense que c'est avec l'âge, je suis de plus en plus désespérée et aigrie. Mais je trouve que c'est très français comme proposition. Et réconcilier jeunes et la police, ok, mais quand on est dans un contexte où il y a des violences policières qui sont même pas encore appelées comme telles par la société au sens large, je trouve ça un peu compliqué, quoi. Ouais. Ce qu'il a dit en gros dans une interview, donc dans son interview à BFM, je cite cette histoire, donc l'histoire en question m'a amené énormément de témoignages de jeunes qui ont eu énormément de difficultés, qui ont traversé aussi ces choses-là, et c'est vrai que j'ai créé une fondation et j'espère que j'arriverai à réconcilier les jeunes avec la police. En gros, c'est ce qu'il a dit. Donc on sait pas trop encore à quoi ce qu'il y aura dedans.
voilà, on ne sait pas encore qui va la financer, par exemple. On ne sait pas quelles seront les actions concrètes menées par cette fondation. Et je ne sais pas vraiment ce que Michel Zecler veut dire par réconcilier les jeunes avec la police. Donc moi, je lui laisse le total bénéfice du doute. Tu ne juges pas avant de... Ouais, voilà, je juge pas sur pièce et c'est pas du tout ce que je vais essayer de faire. À titre personnel, évidemment, hein, moi j'ai tendance à penser que ce sont pas... C'est une question de formulation. J'ai tendance à penser que ce sont pas les jeunes qui doivent se réconcilier avec la police. Oui, c'est plutôt la police qui doit se réconcilier avec une recherche de justice aussi d'ailleurs, d'abord. Enfin, je sais pas. Bien sûr, c'est peut-être qu'ils vont faire. On ne sait pas ce qu'ils vont faire dans cette association. Donc vraiment, je juge pas là-dessus. Donc je juge pas l'initiative, mais je sais pas pourquoi, ça m'a ramené à une sorte de sentiment un peu ambigu, un peu ambivalent. Ça m'a un peu ramené à des expériences personnelles que j'ai eues et dont on a déjà parlé dans un épisode précédent du Chip qui s'appelle Jérôme et moi. Vous vous souvenez sûrement de cet épisode, le premier épisode de la saison 3 du Chip. En fait, je me suis souvent retrouvé dans des conversations avec des potes, et souvent on va s'écharper sur des questions de genre et de race, vous savez, les conversations classiques qu'on peut avoir souvent quand on est une personne... Classique, pas si classique que ça, classique dans certains milieux, mais pas forcément partout. Hein. Ouais, alors j'ai peut-être pas de chance, mais voilà, souvent quand je vais me retrouver avec des potes, vous savez, où est-ce que je veux dire, les pyros, cis, blancs, tout ça, machin, et forcément il y a un moment où les questions d'identité et la guerre des cultures, comme on l'appelle aux États-Unis, ça va commencer à éclater, que ce soit le féminisme, la race, etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ces questions-là, on parlait dans cet épisode-là du Chip, justement, c'est que pour nous, elles ont un lien émotionnel qui est fort et on en ressort presque blessé. Rincé. Ouais, c'est ça, et puis presque blessé, lessivé personnellement, émotionnellement, alors que pour la personne en face, souvent qui n'est pas concernée par ces question au premier chef, c'est juste une question de débattre et de jouer un peu à l'escrime argumentative. L'avocat du diable. Ouais, voilà, et on ressort souvent meurtri, en tout cas c'est mon expérience, on ressort souvent meurtri un petit peu, vous voyez, de ces conversations-là. Et souvent on va finir la conversation par un écoute, on accepte de pas être d'accord là-dessus, machin, d'accord. Agree to disagree. Let's agree to disagree, c'est vrai, la colonisation, on a construit des routes ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Et à titre perso, dans une volonté en fait de ramener la paix sociale aussi avec ces gens-là et de restaurer une sorte de lien qui mériterait qui menacerait de se briser, je vais aussi je vais presque m'excuser en fait. Je vais dire des trucs du genre ouais non mais sans rancune, t'as vu, désolé. Je vais presque m'excuser d'avoir été presque véhément dans ces conversations en fait et je vais dire sans rancune, alors qu'en fait si avec rancune en fait je sors de là et j'ai le seum et je me rends compte que tu vas jamais en fait admettre que je sais pas moi que non on n'est pas fous les donc là noirs, t'es en train de nous refaire l'épisode, c'est trop bien. Ouais, je pars un peu loin, désolé, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire, et du coup ça, je sais pas pourquoi, mais quand je vois Michel Zecler, j'ai l'impression de vivre la même chose à une autre échelle. Je me pose la question pourquoi en fait c'est toujours à la personne blessée dans ce genre de contexte d'avoir en plus de faire le premier pas et d'avoir en quelque sorte à rétablir la paix. Moi ça me fait penser, c'est un sentiment un peu ambivalent. Vous savez ce mème avec le chat qui est déchiré en deux, qui essaye de réconcilier ses parents, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Tu connais pas ce mème, Kevin? Non, je connais pas. C'est parce que t'as plus internet, c'est pour ça. Le chat qui est déchiré entre deux sentiments, quoi. Moi je suis un peu comme ça, c'est un peu un sentiment violent. J'ai un peu envie de retourner des voitures et en même temps j'ai pas envie de me couper d'une certaine personne. Ça me fait penser aussi à Latifa Ibn Ziaten, désolé, que vous connaissez sûrement, qui est donc la mère de l'une des victimes de Mohamed Merah en 2012, qui du coup depuis la mort de son fils Imad, elle milite pour le vivre ensemble, vous savez, le vivre ensemble. Dans les écoles, elle fait pas mal d'interventions. Voilà, elle milite dans les associations, dans les écoles pour en gros la citoyenneté, le respect de la France, le respect de l'identité, et puis aussi un petit peu du coup pour la réconciliation, on va dire, avec l'islam en France, quoi, la lutte contre l'islamophobie, pour faire simple. Et quand je vois ça, je me dis, mais c'est elle qui a perdu son fils en 2012, c'est elle qui a été victime qui est victime aujourd'hui d'islamophobie parce qu'elle porte un voile, c'est elle qui a été victime aussi du djihadisme. Comment ça se fait que ce soit elle en fait qui fasse tout ce travail de réparation en fait? Michel Zecler, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est la victime qui tente de restaurer la paix et de réparer ce que l'agresseur
à briser. Et voilà, et c'est un truc que moi j'ai très souvent vécu en fait, mais à mon échelle, hein, en mode micro-agression, vous savez, conversation avec des potes. Je suis sûr que ça vous arrive aussi, franchement. Ah bien sûr. Je voulais juste dire un truc sur l'annonce. Moi, j'ai pas vu la nouvelle, donc j'ai pas de truc à dire si c'est bien, si c'est mal. Évidemment, il fait ce qu'il veut, mais ça me fait penser à plusieurs choses. La première, c'est les jeunes et la police. Les jeunes, c'est qui ? Il y a des jeunes qui ont de très bons rapports avec la police. Donc, et qui pourtant se retrouvent... bref. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, mais... Et puis la deuxième chose, c'est que les débordements de la police, c'est aussi lié à des consignes, faut remplir des chiffres, etc. Et donc, ce serait bien qu'interpersonnel, de façon personnelle, dans des quartiers où il y a des problèmes entre les jeunes et la police, que les relations s'adoucissent, que ça aille mieux. Ça existe en plus, les médiateurs, les gens comme ça existe déjà. Mais de façon générale, la police a des chiffres, des quotas à respecter, et c'est souvent sur les mêmes que ça s'applique. Et donc, c'est pas forcément en faisant des bons sentiments, en instaurant un dialogue, que ces consignes et ce besoin sécuritaire qu'on voit en ce moment partout, il faut plus de lois, plus de policiers, plus de peines de prison, etc. De tout sécuritaire. C'est pas juste un dialogue entre les jeunes et la police, entre les jeunes encore une fois. C'est pas une question de dialogue, c'est une question plus politique. Donc voilà, en fait, c'est ça que je veux dire. Je veux pas dire Michel Zecler c'est bien ou c'est mal, etc. Moi, je trouve ça super si vraiment ça peut faire avancer les choses, etc. et réduire les violences policières, notamment contre les personnes noires. Je trouve ça super ce que Michel Zecler il fait. J'ai juste l'impression que ça devrait pas être à lui de faire ça, en fait, d'avoir à faire ça, de porter ce fardeau et de porter cette charge. Et moi, je voudrais juste rajouter quand même qu'il y a eu plusieurs scandales récents ce qu'on a découvert, que la police s'envoyait comme message sur Facebook et sur WhatsApp, notamment dans un podcast de Arte. Pas nécessairement envie de devenir leur ami et de faire de la réconciliation avec eux. Je suis désolée. Moi, je suis pour la médiation, tout ce que tu veux, etc. Mais je te dis... C'est la police en fait qui est dépositaire d'une forme de pouvoir et qui est dépositaire de la violence légitime. Donc il y a quand même un rapport qui est asymétrique, tu vois. Donc ça me semble bizarre que ce soit Michel Zecler qui tu vois, qui a reçu aucun soutien ou quasiment et qui se retrouve à faire ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et j'ai l'impression que c'est une expérience qui bizarrement, et je saurais pas vous dire comment, une sorte de syndrome de Stockholm qui est typique de l'expérience de la minorité. Je vais arrêter là parce qu'honnêtement, je suis pas, j'ai pas de bille là-dessus. C'est une intuition que j'ai et c'est un truc que vraiment j'ai l'impression d'avoir vécu et tout. C'est juste une intuition. Voilà, donc du coup, je vais pas dire ni un trash ni un iconique parce qu'évidemment, c'est un problème compliqué et nuancé. Je vais mettre un triconique à Michel Zecler. Ça faisait longtemps. On rentre dans le vif du sujet. On commence avec les gens. Ouais. Les unpopular opinions. Bon, full disclosure, disclaimer si vous voulez. On a préparé l'épisode. On sait à peu près de quoi les uns et les autres vont parler. Mais je vous demande quand même de feindre la surprise. Ouais, voilà. En mode, donnez-moi votre meilleur surprise resting. Ok. Non, j'allais dire surprise resting bitch face. Non, je suis très fatigué aujourd'hui. Parle français aussi, frère. Ouais, faut aussi. En plus, les gens nous disent à chaque fois arrêtez les anglicismes. On comprend rien à ce que vous dites. De fou, faut qu'on arrête avec ça. Avec Sophie à la maison qui par défaut veut parler anglais quoi qu'il arrive. Vas-y, frère, parle français. Je vais faire un effort. On va parler français maintenant. On va parler français. Alors moi, mon unpopular opinion, je vais vous dire franchement, je pense qu'Issa Rae est surcoté. Quoi ? Je vais vous la refaire parce que je trouve que vous n'êtes pas assez surpris. Je vous la refais. Je pense franchement que Issa Rae est surcoté. Non. Voilà, ça c'est de la surprise, c'est ça qu'on veut entendre dans le chip. Alors évidemment, je sais très bien que la plupart des gens qui nous écoutent vont être absolument choqués, triggered. Triggered qui veut dire offusqué. J'arrête l'anglais. Enclenché. Merci à l'entente de cette nouvelle. Je vais sûrement me faire lapider en sortant du studio. Évidemment, Issa Rae, elle a un talent de fou. La meuf, elle est scénariste, actrice, productrice. Elle dirige son label de musique. Insecure, c'est sûrement l'une de mes séries préférées, toute époque, tout genre confondu. Elle a commencé sur YouTube et maintenant elle est à Hollywood. Elle a commencé sur YouTube. Nous aussi on est sur YouTube. Peut-être que demain. Hollywood. HBO, ouais. On sait jamais, mec. On peut rêver. Issa Rae, elle a 36 ans. Elle a eu genre 45 nominations à des tas de cérémonies différentes. Elle a eu un BET Award pour la meilleure actrice dans Insecure, etc. Des fois, je compare sa vie
et la mienne. Ça Mais fait il faut comme ça. pas. Ouais, bah des fois je La meuf, elle est allée à Stanford. Enfin, c'est bon. Elle a quoi, fait tu Stanford vois. Mais oui. Elle le dit pas ça. Hein. Non, elle dit le pas. ça, Il y avait de l'ammonie chez elle. Ok, hein, d'accord. On t'inquiète, se rencontre en France en plus. je Ah bon crois. non, mais Donc, c'est- ok, d'accord. She comes from money. Ok, j'arrête de parler anglais, désolé. Bref, c'est tout simplement un génie. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai aucun problème là-dessus. Mais je vais vous dire un truc sur lequel vous ne pourrez pas me contredire. Au cinéma, Issa Rae, elle est rincée. Est-ce que vous avez déjà vu un film J'allais dire, je peux pas te contredire parce que je l'ai jamais vu au cinéma. Mais Donc, t'étais pas avec nous quand on était allé voir non, Little non, j'étais pas là. J'étais en vacances ou un truc comme ça. Tu sais, le film où. Mais moi, je l'ai vu plus tard, hein, Little aussi. Je crois que tu l'avais vu en avant-première avec moi sur. T'es Bon, pas allé je le le voir dis. avec la copine de Kevin? Il y avait un bail comme ça. Mais Oui, en tout non, cas, je l'ai non, vu. non. Je sais plus, mais je l'ai vu et c'était pas bien. Bon, voilà, merci. Donne-moi ton avis vraiment en 2 mots, Mel. T'as pensé quoi, par exemple, de Little? C'était chaud. Bah en fait, Little, c'est l'histoire donc Non, mais de de suite, t'inquiète, je résumerai de la petite après et fille tout. qui Ouais, devient ouais. grande. Enfin, en fait, Ouais. c'est Big à l'envers, quoi. C'était le trailer était très bien. Je trouvais que il y avait plein d'acteurs noirs cool que j'aime bien. Regina Hall et tout, donc Issa Rae. Et en fait, le film, c'est presque un niveau de téléfilm en fait. C'était pas fou. C'était pas bien réalisé, pas bien Ok. écrit, pas bien joué. Et c'est le seul film, du coup, avec Issa Rae que t'as vu? Ouais, j'ai pas vu les D'accord. comédies romantiques. Ok. T'as vu The Hate to Give? Elle a un petit rôle dans The Hate to Give. Je n'ai pas vu The Hate to Give, mais il me semble qu'elle a aussi un petit rôle dedans. Bref, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vu quasiment tous les rôles de Issa Rae au cinéma. Je suis Oula, pas juste ouais. un rageux D'accord. au pif. Parce qu'en fait, je suis un gros fanboy de Issa Rae. Ma copine est une grosse fangirl de Issa Rae. Et du coup, dès qu'il y a marqué Issa Rae quelque part, Clique. on prend, on clique. Tous les films disponibles en streaming avec Issa Rae, on les a vus. D'accord. Les films qui ne sont pas disponibles en streaming sont sortis qu'aux États-Unis. Je les ai téléchargés illégalement, je les ai piratés. J'ai téléchargé vous savez, des sous-titres amateurs. On a maté. L'autre jour, il y avait un clip de musique du coup, avec, il y avait marqué featuring Issa Rae direct. On a cliqué en mode vas-y, marqué Issa Rae, on va voir ce que c'est. En fait, c'était juste une sorte de caméo dans lequel elle jouait le rôle d'une psy. Et du coup, bah c'est pas grave, on a cliqué quand même parce qu'on kiffe Issa Rae, que dès qu'il y a Issa Rae quelque part, on veut voir. Ouais, ça va loin, quoi. Ah, mais ça va très très loin, vraiment. Le livre d'Issa Rae, Les mésaventures d'une meuf noire maladroite. Awkward Black Girl. Exactement. J'ai même pas attendu qu'il sorte pour l'acheter. Je l'ai précommandé et direct il est arrivé dans ma boîte aux lettres. J'ai commencé à le lire. D'ailleurs, je voudrais remercier et féliciter les éditions Omax et les éditions Roots qui du coup ont coédité le bouquin. Merci pour les travaux, c'est super d'avoir amené ça en France. Bref, toute la galaxie, si vous voulez, Issa Rae, je suis gars à dedans. jour. Je suis dedans, voilà, je kiffe. Mais il faut dire un truc, et c'est là où mon opinion va être un peu impopulaire, c'est que ces films ne sont pas bons. Il y en a pas 10 000. Il y a The Hate You Give, comme on disait, il y a The Hate You Give qui est sorti en 2019. Celui-ci, je l'ai pas vu, mais Mélanie, du coup, t'as même pas remarqué que Issa était dedans, donc on peut Ouais. le mettre. Non, moi j'ai lu le livre et Ouais. en fait, j'ai déjà la young adult littérature, ça m'a gonflé, C'est mais quelque là, chose de différent. ouais. Ouais. En mode young adulte de violence policière. Ouais. Ensuite, il y a Little qui est sorti en 2019, comédie dont on a parlé tout à l'heure avec Marcel Martin et Regina Hall. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Il y a ici également The Photograph du coup qui est sorti en 2020, qui est une comédie romantique avec donc Issa Rae et Lakeith Stanfield, Lakeith. notre boug quand même. Lakeith Stanfield, encore une fois, l'aile ou la kiss quand même. L'aile ou la kiss. Qui du coup voilà, il partage l'affiche et qui est sorti en 2020. Et puis il y a également un film qui est disponible sur Netflix pour le coup, vous pouvez le mater si vous voulez, qui s'appelle Non, mais The nous donne pas Lovebirds. tes recos moisis là, c'est bien C'est ou pas? c'est pas des recos, je vous fais la liste T'as des dit vous films. pouvez le mater si vous voulez, ça c'est ce qu'on dit quand on fait une reco. Parce que The Photograph, il est pas sorti, il est nulle part en fait, je l'ai piraté. Alors que The Lovebird, si vous voulez vous faire un avis, vous pouvez le faire. Avec D'accord. Kumail Nanjiani, Kumail Tout à Nanjiani, fait, ouais. comédie romantique avec Kumail Nanjiani, qui est un comédien, humoriste, stand-up, qui partage du coup le rôle titre avec Issa. Je vous le dis de but en blanc, sans vous faire de suspense, ce sont des navets. Ce sont des navets, ce sont vraiment des navets. Ce sont des films de merde. Little, c'est pas drôle. Il faut admettre, il faut dire, il
faut dire les j'adore choses. Marseille Martin. Mais moi aussi, elle est super. Elle a genre 14 ans, la go. Elle est déjà productrice, C'est plus jeune génial, productrice de bravo. l'histoire de Et Hollywood. elle a un comique timing trop bien et tout, même dans Blackish. Enfin, Ouais, elle joue oui, bien, elle est bien. et là, oui. Mais bon, il faut admettre que le film en soi n'était pas très bon. Mal écrit. On est juste là en fait pour regarder Marseille Martin et dire ah, elle est trop bien habillée, elle a des bad outfits, c'est marrant, c'est une enfant mais elle parle comme une adulte, etc. C'est cool. Au bout d'un moment, franchement, il y avait des grosses longueurs, c'était pas fou. c'était mal fait. The Lovebirds, je reviens sur The Lovebirds, donc le film sur Netflix. L'humour est ultra paresseux, c'est pas bon du tout. Il y a cette scène, en gros, c'est l'histoire. Donc en gros, Issa Rae est en couple donc avec du coup Kumail Nanjiani. Ils sont en couple au bord de la rupture, genre en mode ils ont quasiment décidé de rompre. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans un taxi et dans une voiture. Leur voiture est détournée. Je sais plus comment ça se passe, mais en gros, ils se retrouvent témoins d'un crime crapuleux, d'un meurtre crapuleux vraiment. Okay. Et sans le vouloir, ils mettent de l'engrenage dans une organisation criminelle très dangereuse, vous savez. Et c'est le pitch classique de la comédie romantique. Des gens qui ont rien demandé et qui se retrouvent dans une machination criminelle. Quoi. Exactement. Et il y a cette scène nulle où la go, en fait, je vais pas vous rencontrer dans les détails, mais en gros, Issa Rae, elle passe la moitié du film sapée dans un onesie, vous savez, les espèces de pyjama en une pièce, en mode licorne, machin. Et en gros, à un moment, il s'infiltre. Un peu furry. Tellement pas. Et il s'infiltre dans l'appartement d'un dealer, il se cache. Après, ils font une sorte d'interrogatoire, ils mettent des petites claques, ils disent réponds-nous, etc. C'est censé être drôle, mais c'est pas drôle du tout. Enfin, je vous jure, c'est horrible. Il y a des grosses longueurs. Bref, donc voilà, tout ça pour vous dire qu'elle joue dans des mauvais films, déjà. C'est un vrai problème. Et je trouve surtout qu'elle joue tout le temps le même rôle, en fait. On va dire que Issa Rae, c'est... Elle est typecastée, ouais. Voilà, c'est exactement le bon terme. Elle est typecastée. C'est-à-dire que c'est, vous savez, c'est ce personnage qui a un capital sympathie de malade. En plus, moi, dès que je la vois, c'est pour ça que je regarde tout ce qu'elle fait, parce que j'adore la voir. En fait, j'ai envie de reproduire à l'infini ce que je ressens quand je regarde Insecure, en fait. Et donc, voilà, Issa, c'est cette meuf, vous savez, un petit peu sassy, drôle, un peu maladroite, un petit peu awkward, justement. Et en fait... Et black et girl. Exactement. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Et en fait, dans tous ces films, on a envie de l'appeler Issa, en fait. Comme si c'était le même rôle, comme si c'était elle-même dans tous ces films, comme si c'était la meuf de Insecure ou la meuf en vrai. C'est sûr que c'est pas vraiment des rôles de composition. Quoi. C'est pas des ça rôles fait penser un peu aux acteurs, aux rappeurs-acteurs, tu sais. Le gars a une grosse persona, donc tu le prends pour amener machin, Snoop mais Dogg, qui font la même chose. Et ça me pose aucun problème parce que comme je vous dis, moi je peux voir Issa en boucle, je m'en fiche. Le problème c'est que je veux au moins qu'elle me fasse rire et je veux au moins que le film que je vais regarder avec Issa, du coup, soit bon. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. J'étais fan avant, j'étais un gros fanat pendant ma prime jeunesse de Zooey Deschanel, vous savez, l'actrice un petit peu. New Girl. Voilà, New Girl à 4 500 jours avec Summer, là. Exactement, ma comédie romantique préférée. Trop bien. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Trop bien ce film. Non mais vraiment c'est génial. Et c'est pareil en fait. J'ai arrêté d'aimer Zooey Deschanel le jour où j'ai compris qu'en fait la meuf elle jouait juste son propre rôle dans tous ses films, le rôle de la meuf un peu fantasque. Comment t'expliques ça pour Issa, parce qu'elle a quand même du talent, on sait que... J'ai une maigre théorie que je vous exposerai après, mais c'est vraiment elle vaut ce qu'elle vaut. Ma plus grosse déception en fait dans ce parcours si vous voulez filmographique, c'est The Photograph, parce que The Photograph, on a un film qui est un peu plus, on va dire, exigeant émotionnellement que Little par exemple ou The Lovebirds. Donc c'est l'histoire d'un journaliste donc qui s'appelle Lakeith Stanfield. Voilà, qui est incarné par Lakeith Stanfield et qui en gros fait une enquête sur une photographe très très connue. Et en gros c'est la mère de Issa Rae dans le film. Elle est morte, elle a laissé une sorte d'héritage à Issa Rae, et donc c'est une comédie romantique mais aussi plutôt dramatique en fait, parce que ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, mais du coup Issa est un petit peu forcé de revisiter son histoire douloureuse avec sa mère dont elle a été un peu éloignée, etc. Il y a des incursions dans le Deep South, vous savez, des Noirs, la Nouvelle-Orléans, tout ça. On va dire que c'est un cachet, un vernis très intello et hipster, mais la vérité c'est que et Issa n'est pas exactement dans son rôle de, vous savez, Issa, mais c'est encore pire en fait parce que elle sous-joue en fait, elle est tout le temps elle est très monocorde. Elle est pas très à l'aise quoi. Elle est pas à l'aise, c'est bizarre, on comprend pas bien ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent, on comprend pas bien ses motivations. Bref, c'est encore pire. Et vu l'affiche, en plus,
Lakeith Stanfield et Issa. En plus, la réalisatrice, dont je me souviens plus le nom malheureusement, Stacey Maggie, je crois, je sais plus. C'est une femme noire qui en gros a elle-même réalisé déjà des épisodes de Insecure, etc. On se dit ok, trio gagnant, ça va marcher, ça va être trop bien. Et en fait, c'est pas fou. Et donc voilà, moi je me dis que une vraie star en fait doit savoir quand même transcender les médiums. Mais est-ce qu'actrice, c'est vraiment son point fort dans tout ce qu'elle sait faire? Moi j'avais l'impression, je sais Entre pas. scénariste, productrice, C'est peut-être réalisatrice. C'est peut-être ça. Peut-être que ouais, c'est peut-être ça. C'est Mais voilà, j'ai l'impression que d'autres personnes arrivent quand même à faire cette transition. Et elle, pour l'instant, je trouve que je peine encore à voir le rôle d'Issa Rae qui va faire. Vous savez, on dit que voilà, le cinéma, c'est la grande lucarne, c'est là où un peu on passe aux choses sérieuses. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui avec les séries, la télé, etc., qui prennent de plus en plus de place. Mais j'ai quand même l'impression que le cinéma a ce truc symbolique où tant que t'as pas eu ton vrai rôle au cinéma, finalement, est-ce que vraiment t'es une star? Oui, moi je pense que la réponse est oui, parce que tu as des acteurs, des hommes blancs souvent, qui font toute une carrière, 10-15 ans de carrière, en jouant un type de personnage, en étant one trick pony. Je pense à un mec que j'aime bien, Seth Rogen. Seth Rogen, Jonah Hill, toujours quasiment. Jonah Hill, c'est un peu différent Il quand a un même. peu évolué. Tu vois, le Loup de Wall Street, il va jouer chez Scorsese, etc. Jack Black. Seth Rogen, Jack Black, des mecs comme ça, c'est toujours la même chose. Par contre, ils ont une bonne bouille, ils sont rigolos, ils ont une fanbase, et je pense que ça va leur donner à manger jusqu'à ce que, tu vois, même à leurs petits-enfants. Donc, Issa Rae est le même truc que ces gars-là, qu'elle aille prendre tout l'argent, en fait. Ah, mais moi, je te dis qu'elle aille prendre tout l'argent, et d'ailleurs qu'elle aille prendre le mien, puisque dès que je peux lui donner mon argent, tu vois, je le fais. Mais est-ce qu'on n'attend pas plus d'Issa Rae que de Seth Rogen, quoi? Ouais, c'est ça en fait. Pour moi, elle a un talent. Elle est tellement excellente dans tout ce qu'elle fait, et je suis encore une fois vraiment, je suis un fan. J'attends plus d'elle. Ma théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est que contrairement, la télé et le cinéma, ce sont deux médiums très différents. Et je pense que quand tu fais un film, elle a pas la même maîtrise sur l'écriture et sur la chaîne de production et sur la direction créative que quand elle fait Insecure, où elle est au four au moulin et c'est elle la chef d'orchestre et elle peut vraiment concrétiser sa vision. Donc j'attends encore que les planètes s'alignent et que Issa Rae nous offre son premier bon rôle au cinéma. Pour moi en fait c'est comme un joueur de foot en fait. Les vrais joueurs de foot, les Cristiano Ronaldo, ils sont bons dans les grands matchs sous pression, ils sont aussi bons, tu vois. C'est là qu'ils doivent se révéler. Alors que elle, pour l'instant, elle nous fait plus une donne-moi une référence footballistique, s'il te plaît, Kevin. De personnes décevantes. Ouais, voilà, c'est ça. Elle nous fait une Gourcuff, je sais pas, je suis nul en foot. Une Johan Gourcuff à l'époque de Lyon. Mais Gourcuff, c'est vieux quand même. Ouais, je sais, mais je suis rincé en foot, je suis désolé. Non, mais ouais. Voilà. T'en trouver, mais ouais. En tout cas, bon, à part ça, voilà, vraiment, encore une fois, ne me jetez pas de pierre, s'il vous plaît. Une Icardi contre Manchester City. Voilà. Merci. Vraiment, en fait, j'adore les références footballistiques, mais en même temps, je suis une quiche en football et du coup, je sais pas les manier comme je voudrais. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, malgré tout, j'adore évidemment Issa Rae. J'ai fait exprès de dire au début que Issa Rae était surcotée. Issa, si tu veux venir dans le chip, évidemment, tu peux. Hein. Bien évidemment, if you want to come, je vais pas commencer. Go Issa et Go Issa. Voilà, bisous. Et bah du coup, c'est mon tour. Yes. Sortez les épées, mettez-les-moi bien autour du cou parce que moi je vais vous dire mon unpopular opinion. En fait, je pense qu'on a fait une très grosse erreur, qu'il faut qu'on remonte dans la machine à remonter le temps et que on enlève l'Oscar qu'a reçu Get Out en 2017. Je vais vraiment quitter ce podcast en fait. Tu sais, je suis, tu sais, l'emoji qui fait genre oh comme ça, qui imite le cri de Bosch. Non, mais on a fait Munch. énorme erreur. Donc Jordan Peele, réalisateur génial, qui nous a offert donc Get Out en 2018. Donc vous vous rappelez, Get Out, c'était le film d'horreur social, donc écrit et réalisé par Jordan Peele. Est-ce que dans 2 minutes, tu vas nous dire qu'en fait finalement La La Land aussi ils auraient dû gagner à la place de Moonlight. Tu nous ramènes au tout début du chip là. Sinon on arrête ce podcast direct en fait. On peut aussi faire ça. Non mais laissez-moi vous expliquer mon raisonnement. En fait, donc le film est sorti en 2017, les critiques étaient élogieuses, superbes, et le public était déchaîné et conquis. Donc Get Out, il me semble qu'on l'avait vu ensemble au cinéma. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Je me rappelle que Kevin, il avait à la fin du film, il avait pété un câble et tout là au moment où le mec arrive à se libérer et qui commence à buter tout le monde et que voilà. J'étais comme toi, t'étais peut-être pas avec nous. J'étais pas François. là, ouais, je l'ai vu avec mon pote Guillaume. Je crois. Bisous Guillaume, si tu l'écoutes. Et bon, c'était a moment, comme disent les Américains, parce que Get Out, ça a à peu près tout changé. Hein. Ça a fait du casting des stars, donc notre ami Daniel
Daniel Kaluuya, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Notre ami, tiens, je ne sais pas si vous le connaissez, Lakeith Stanfield, vous avez déjà entendu parler de Je lui? sais pas pourquoi il revient longtemps ces temps-ci, mais lui aussi, c'est mon boug aussi. Ouais. Et puis même l'impact culturel de ce film sur la communauté noire et même la communauté globale au sens large, le Sunken Place, quoi. Ouais. Le moment ou même le truc qui est devenu presque un code lorsque tu vois un noir en train de faire le coon et que tu cries. Est-ce que tu peux c'est Get traduire Out, c'est cool celui-là. Un coon, c'est un mot très péjoratif qui renvoie, qui renvoie à des stéréotypes très négatifs du noir qui ne s'attaque pas au statu quo. On va dire ça comme ça. Du noir qui dit que non, moi je trouve pas ça raciste. Je vois pas pourquoi vous dites ça. On a le droit de pas trouver des trucs racistes aussi, mais oui, mais souvent les coons ils le disent quand c'est vraiment raciste. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est devenu un peu proverbial, Get Out. Maintenant, le nombre de fois où j'ai pu dire, entendre, ou alors j'ai pu lire par exemple sur les réseaux sociaux, genre Twitter, il m'a fait une Get Out, quoi. Ils m'ont fait une Get Out. Ou je vais faire une Get Out. C'est vrai, c'est devenu. Donc voilà, il y a ce même effectivement de Lakeith Stanfield justement qui vous dit de partir et de ne pas rester là où vous êtes. Get out. Même tu veux quitter ton job. Get out. Et puis il y a le même aussi de moi, si j'avais pu, j'aurais voté pour Obama une 3e fois. Ah, c'est vrai. Ça a moins se durer, ça. Nous a donné tellement, mais on va voir, il nous a pris aussi quelque chose. Parce que ce qu'a fait Get Out, c'est que il a quand même remis au goût du jour, je sais pas si remis ou mis en tout cas au goût du jour dans l'industrie d'Hollywood, un genre dont on se serait vraiment passé, qui est celui de l'horreur sociale. Alors, je vais définir vite fait l'horreur sociale. En gros, c'est dans un film, c'est quand le vrai méchant, c'est le racisme. Voilà, donc à peu près, on peut le dire comme ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression, avant Get Out, Hollywood traitait ça un peu très classiquement, de manière assez classique, avec les films d'esclavage, dont le dernier vrai représentant aux Oscars, c'était 12 Years a Slave. Django exactement. aussi. Oui. Donc voilà, avec Lupita Nyong'o qui avait obtenu un Oscar d'ailleurs pour son rôle dans ce film. Et donc là, derrière, après Get Out, est venue la vague des films d'horreur sociale qui sont reconnus et représentés récompensés à Hollywood. Ça a commencé par Us, du coup, qui était le film suivant de Jordan Peele, qui était d'ailleurs avec Lupita Nyong'o et qui a été un peu moins bien accueilli que Get Out, mais qui a quand même bénéficié de pas mal de critiques élogieuses, tout ça. Et puis maintenant, ça va trop loin. Pour moi, maintenant, on nous sort des variations périmées en fait de l'horreur sociale, des trucs très putassiers, comme par exemple Antebellum, qui est un film qui est sorti en 2020 avec Janelle Monáe, ou plus récemment Them, qui est une série d'Amazon, un Amazon Original qui est sorti cette année en 2021. C'était comment Antebellum? Parce que je me rappelle avoir vu l'affiche dans le métro, etc. Et je me suis dit, tiens... Alors, moi, j'ai envie de vous parler de mon expérience quand j'ai regardé Antebellum. Je suis allée le voir au cinéma parce que Janelle Monáe, je me suis dit, voilà, film... Mais tu regardes pas de film d'horreur? Non, mais tu vois, moi, je sais pas si t'as vu sur l'affiche, ils disent quand même par les producteurs de Get Out et de Us. Enfin, c'était vraiment, ils s'inscrivent dans la lignée, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, ça vaut le coup de le voir, ne serait-ce que pour, tu vois. Et en fait, ce film m'a tellement choquée que je suis partie dans les 5 premières minutes, vraiment. J'étais avec mon mec et en fait, on commence à regarder le truc et je veux pas spoiler le film en gros pour ceux qui veulent le voir, mais en fait, il y a un jeu entre le passé et le présent, donc on commence dans le passé. Et dans le passé, on assiste à une scène ultra violente où en fait des personnes noires courent au ralenti dans un champ de coton et se font courser en fait par des mecs blancs sur des chevaux qui leur jettent en fait des cordes autour du cou, qui les traînent par terre avec les chevaux, qui descendent. En fait, c'est des esclaves qui essayent de s'échapper. Et il y a un homme noir qui en fait a un étau autour du cou. Et ils arrivent et ils les tabassent. Et à la fin, t'as un mec qui sort un flingue et qui tue à bout portant la meuf, quoi. Et j'étais là et je me suis dit, mais où est-ce que je suis tombée? Parce que là, c'était vraiment la scène d'ouverture du film, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, et on est resté encore un petit peu, parce qu'après, il y avait une autre scène où tu avais Janelle Monáe, le personnage de Janelle Monáe, qui visiblement fait un cauchemar, dans lequel elle est marquée au fer rouge et violée par un mec. Et j'étais là, genre, en fait,
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut me montrer, et pourquoi j'ai l'impression qu'on me montre ça comme si c'était divertissant en fait. Et qui réalise le film? Est-ce que c'est une personne noire, une personne blanche? Ça peut aussi jouer, tu vois, sur la façon dont tu reçois le message, en fait, selon la personne qui émet. Tu vois, il y a émetteur-récepteur, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est toute la question. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus de personnes racisées sont incluses dans ces projets. Là, en l'occurrence, c'est 2 hommes blancs qui ont réalisé ce film. Donc c'est forcément mal, ok, d'accord. C'est pas que c'est forcément mal, mais en tout cas, c'est forcément malaise, quoi, tu vois. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai vu ça et je me suis dit, waouh. Et en fait, le souci que j'ai avec ça, c'est qu'effectivement, tu vois, même s'il y a des personnes peut-être noires qui sont derrière la caméra, que ce soit au scénario ou par ailleurs, c'est profondément malaisant en fait de voir ça stylisé de cette manière-là. En tout cas pour moi, c'est-à-dire que moi j'ai eu vraiment un haut le cœur et j'ai pas pu rester. On peut se demander du coup à quel point les premières personnes concernées, les personnes noires, maîtrisent le récit, maîtrisent le narratif lorsque ce sont 2 personnes qui sont pas concernées, qui sont à la caméra, c'est tout. Hein, voilà. Et puis là, t'avais vraiment une vraie tête d'affiche avec Janelle Monáe. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose qui était très fort. Et en tout cas, dans les 2 cas, que ce soit pour Antebellum ou pour eux, dont on va parler un petit peu plus. Pour moi, je vois qu'ils veulent dénoncer, donc on est dans des œuvres de dénonciation du racisme, regardez comment c'est horrible, mais pour moi on rentre dans une forme de trauma porn, ce que j'appelle le trauma porn 2.0, parce que maintenant c'est le trauma porn mais hype, tu vois, c'est genre, c'est un peu la classe, parce que voilà, on a eu des Oscars, Get Out, machin, et pour moi c'est le trauma porn qui est perpétué, peut-être à leur corps défendant, par des personnes noires qui sont des insiders de Hollywood, quelque part. Et du coup... Bon, la souffrance noire, depuis longtemps, je pense que dans la vraie vie comme à l'écran, c'est quelque chose qui a été mis en scène et de manière spectaculaire, quoi. Pour un large public. Par exemple, les scènes de fouettage, les pendaisons, que ce soit dans les films d'esclavage ou dans la vraie vie, ça a été des moments où il y avait des gens qui se réunissaient pour regarder ça et se délecter un peu de ce spectacle-là. Et j'ai l'impression qu'avec ce type d'œuvres comme Them ou comme Antebellum, on est vraiment dans un espèce de rebranding un peu du torture porn pour une nouvelle génération de créateurs et regardez, on met des réalisateurs et des scénaristes noirs dedans. Bon, bref. Et du coup, tout ça, pour moi, c'est de la faute de Get Out. Parce que Get Out a donné à Hollywood la mauvaise idée. En fait, Hollywood a pris les mauvaises leçons qu'il y avait à prendre de Get Out. Et je pense aussi qu'il y a une personne en particulier que j'ai envie de dénoncez-vous qui s'appelle Lena Waithe. Donc Lena Waithe a été découverte dans Master of None. C'est la série de Netflix d'Aziz Ansari dans laquelle elle est actrice-scénariste. Et par ailleurs, maintenant, elle est devenue aussi réalisatrice et showrunner de sa propre série. Elle est partout. Elle fait du cinéma, elle fait des séries. C'est elle qui sera au centre de la nouvelle saison de Master of None, je crois. Tout à fait, Okay. ouais, c'est ça. Et pour le coup, elle est aussi la productrice exécutive de justement, la série d'Amazon. Et elle est aussi notamment la réalisatrice de Queen and Slim. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Ah oui, je l'ai vu. Non, je l'ai pas vu, mais ouais, la bande-annonce, il y a Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya et j'ai oublié le nom de la femme avec elle. Une actrice et mannequin dont j'ai oublié le nom. Mais qui est très bien. Mais bon, enfin moi j'ai vu que quelques extraits, mais ce que j'avais entendu, c'était qu'il y avait une scène un peu gênante où il y avait une espèce de scène de violence policière en parallèle du moment où eux ils baisaient sur un capot de voiture ou un truc comme ça. Ça te dit rien ? Non, parce que j'ai vu le film. Non, le film commence avec une scène de violence policière. Et il n'y a pas un truc au ralenti avec la musique au moment... Ça, je m'en souviens pas. Mais en gros, le film commence, il y a un policier qui tente de leur faire... Bon, qui tente en gros d'être violent justement avec eux en mode violence policière classique, sauf que justement, il réplique, il tue le policier, et c'est comme ça que du coup, Queen et Slim, qui ne se connaissent pas à la base, se retrouvent à devenir des Bonnie and Clyde improvisés et à être en cavale pour pas être retrouvés. En fait, du coup, elle a fait sa place maintenant, Lena Waithe. Mais j'ai quand même envie de vous parler un peu de eux, que j'ai regardé. J'ai vu la bande-annonce, j'ai regardé quelques bouts d'épisodes et j'ai tout de suite compris en fait de quoi il s'agissait. Et comme je voulais pas revivre un peu le trauma que j'avais vécu avec Antebellum, je me suis dit c'est pas la peine. Mais par contre, je trouve ça intéressant et je trouve que c'est symptomatique de quelque chose. Donc eux, le synopsis, c'est en 1953, Alfred et Lucky Emory, un couple d'Afro-Américains, décident de fuir les lois Jim Crow de la Caroline du Nord
pour s'installer avec leur petite famille en Californie, dans un quartier résidentiel entièrement blanc de la banlieue de Los Angeles. Et évidemment, on s'en doute, ils sont confrontés à un espèce d'accueil glacial de leurs voisins qui ne veulent pas habiter avec des gens de couleur. Ça ressemble vraiment à Us déjà là. Donc déjà, c'est hyper pompé. C'est l'inverse de Us, mais ouais. C'est vraiment pompé. Et du coup, il y a tout un aspect aussi surnaturel où en fait, chaque personne est hantée comme dans Us par un espèce de double maléfique. Enfin voilà. Et dans eux, en gros, c'est gradé. Au début, c'est les petites indignités du racisme, genre les insultes, les regards, les trucs « Ah non, je ne m'assois pas à côté de toi », machin. Et après, il y a des poupées pendues sur le porche de la maison. Et puis après, en fait, ça va en gradant. Et à la fin, on tombe dans une violence hardcore qui est vraiment insoutenable, en fait. On est vraiment dans l'insoutenable. On est dans le viol, on est dans le meurtre d'enfants. Enfin, je ne comprends pas, en fait... Mais je vais terminer sur ça. Mais moi, je suis vraiment choquée en fait que ce genre d'œuvre soit financée si gaiement et promue si gaiement par Hollywood. J'ai une question. Ouais. On est bien d'accord que ce qui te gêne dans ces films, c'est pas la violence visuelle en soi, c'est le sous-texte politique. Ouais, parce que moi, les films gore, genre Hostel, etc., j'en mets des tonnes et je kiffe. Non, mais bien sûr. Non, c'est vraiment le sous-texte politique. Ouais. Parce que, en fait, pour moi, ce qui est gênant, et je pense que je l'ai déjà dit, mais en fait, moi j'en ai marre du trauma porn, enfin en tout cas de cette vague-là, parce que ok, on dit ouais, voilà, regardez, on met des acteurs noirs, on donne des rôles aux noirs, enfin, parce qu'on dit il n'y a pas assez de noirs à la télé, et regardez, on met des scénaristes et des réalisateurs noirs, mais en fait, c'est pas des œuvres qui sont faites pour un public noir. Enfin, pour moi, Lena Waithe... C'est difficile à estimer ce qui est fait pour un public noir ou pas. Ne serait-ce que dans eux, il y a plein de moments, tu vois, historiques qui remettent en question l'histoire, c'est quoi les lois de Jim Crow et tout. Enfin, franchement, quand t'es une personne noire aux États-Unis, t'es quand même au courant de ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que quand tu montres, tu vois, pendant 10 épisodes, des noirs se faire traiter de N-word, de noms d'animaux, de singes, de machin, que tu montres un enfant noir se faire tuer, tu montres une femme noire se faire violer, des noirs pendus. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment, de toute façon, Hollywood, un côté allons exploiter un filon. C'est-à-dire que, par exemple, je voyais ça sur tel type de film de science-fiction qui va cartonner alors que personne ne s'y attendait. Tu peux être sûr que sur les 2 années qui suivent, tu vas avoir le truc. Mais par contre, sur le fait de représenter des noirs, de la violence et des choses comme ça, je pense que, et c'est pas nécessairement pour aller à l'encontre de ce que tu dis du tout, mais c'est que de toute façon, dans l'horreur en général, tu as souvent un sous-texte politique. Donc si c'est des blancs uniquement tout le temps qui parlent d'eux-mêmes, etc., tu vas avoir on va dire, les démons du blanc américain qui va avoir peur, je sais pas, du couple interracial, du grand remplacement, etc. Si tu fais des films d'horreur qui sont centrés sur les noirs, tu vas retrouver les lois Jim Crow, la ségrégation, les pendus. C'est vrai que c'est ce qui m'a plu, et c'est ce qui a plu à beaucoup de gens dans Get Out. C'est justement que pour une fois, le film recentrait et racontait les angoisses que tu as, on va dire spécifiquement, quand tu es une personne noire, et il arrivait à lui donner en plus ce truc universel qui fait que tout le monde a flippé. Pour moi, c'est la différence avec Get Out et tous les films qui sont en train d'arriver et toutes ces séries qui arrivent, c'est que l'intention n'est pas la même en fait. L'intention de Jordan Peele n'était pas de dire je vais montrer le truc le plus dégueulasse qui peut arriver à une personne noire et pour montrer à quel point c'est insoutenable. Sachant que j'ai des quotes que j'ai notées que je voudrais vous soumettre parce que je les trouve assez intéressantes. Donc juste pour finir sur le fait que de ce qu'on voit dans ces séries, donc on voit des enfants noirs se faire tuer, des femmes noires se faire violer, on voit des noirs pendus, on voit des noirs marqués au fer rouge, brûlés vifs, sur une musique moderne, I Have Only Eyes for You, parce que le gars, on lui a cautérisé les yeux, quoi, et des couleurs ultra stylisées. Il y a vraiment quelque chose, moi, qui me met profondément mal à l'aise, et je l'ai déjà dit, il me semble, dans le Chip, et j'ai envie de le redire, c'est une série qui montrerait des chiens, par exemple, subir cette violence-là, ne serait pas greenlightée à la télévision. Je peux faire un point Godwin ou pas? Non, on va s'arrêter là. Ça va aller, François, je pense. C'est bon. Et du coup, moi, la question que je me pose, et je pense que la question qu'il faut se poser, c'est pour qui sont faits ces films et ces séries? Et pourquoi? Tu en parlais l'autre fois dans l'épisode sur Judas and the Black Messiah. Pourquoi Hollywood décide de financer ces films? Ah oui, ça c'est... Oui. Et si somptueusement, parce qu'une série en 10 épisodes sur Amazon Prime avec des acteurs connus, des costumes, des machins et tout, ça coûte pas 2 € à faire. T'es en train de dire qu'il y a un agenda? Je suis en train de dire qu'effectivement, il y a un concept de filon, qui se sont dit il y a un bon filon, mais c'est aussi des histoires, je pense, qui leur plaisent
aux personnes qui d'accord. financent. Mais parce que je croyais que tu suggérais une sorte d'agenda, et là j'aurais dit, pour moi c'est aller trop loin que de dire. Ah qu'il y a non, un non, agenda. C'est les francs-maçons, c'est les francs-maçons. Ouais, c'est ça, genre c'est le complot, quoi. Non, je suis pas dans la C'est théorie juste du qu'il complot. y a de la thune à se faire, quoi. Il y a de la thune à se faire, et c'est une Ouais. forme d'entertainment qui, Ouais, pour ouais. moi, revient à ce truc qu'on disait de la violence, tu vois, qui était subie par avant, où tu avais des foules de gens qui venaient, qui regardaient, qui disaient « Ah, c'est cool ». Pour moi, on est dans cette dynamique-là. Et du coup, donc, eux est créé et showrunné par Little Marvin, qui est un réalisateur afro-américain. La série est réalisée par des hommes blancs. Et donc, pour moi, quand j'ai lu une quote de Little Marvin, ça m'a instantanément, il s'est grillé à mes yeux. Je vous dis ce qu'il a dit. Il a dit « J'ai réalisé que je voulais une scène, en parlant de la scène de viol, c'est un viol donc, de plusieurs hommes blancs qui violent une femme noire. J'ai réalisé que je voulais une scène qui crèverait l'écran, attraperait le spectateur par la jugulaire et le forcerait à comprendre l'histoire de la violence envers les corps noirs de ce pays. » Donc corps noir, hein, on va encore citer Tahiti parce que ça vient de lui. Hein. Et du coup, là, c'est complètement... ce terme est complètement retourné parce que c'est hyper déshumanisant de parler de corps noir dans cette situation, je trouve. Et pour finir ce qu'il disait, il disait « Si je me contentais d'une scène, comme vous l'avez déjà vu avant, une scène de violence policière ou une scène d'histoire d'esclaves, eh ben ça créerait de la distance parce que le spectateur, il va se dire « Ah non, mais ça, je l'ai déjà vu, ça me fait rien. » Alors que là, Surenchère. c'est tellement abominable que vous ne pouvez pas le voir comme ça. Et donc, c'est en ça, moi, que je dis que... Enfin, je sais pas, vous, ce que vous ressentez quand vous voyez ces scènes-là. C'est compliqué, c'est la question éternelle de ce qu'il faut montrer ou pas montrer. Bah, c'est surtout qu'est-ce qu'on ressent. En fait, moi, j'ai pas. Enfin, je vois une scène d'esclavage, je vois Lupita Nyong'o qui se fait fouetter, ou je vois Michael B. Jordan qui se prend une balle par un policier. Et je suis pas. Ah non, ça c'est bon. Deux choses. Tu me demandes mes réactions. Il y a deux trucs. Je vais à la fois, encore une fois, je suis désolé, je suis relou sur ces trucs-là, mais complètement aller de ton côté et être pas d'accord. Je me souviens qu'à l'époque où Django est sorti, j'avais un groupe d'amis blancs qui voulaient aller le voir et qui étaient sur plein de questions, tu vois, assez taquin, assez humour, etc. Et en fait, je m'étais pris la tête avec l'un d'entre eux en disant j'ai pas envie d'aller voir Django Unchained avec vous. Pas Voilà. avec vous, Pas avec vous. Pas avec vous. Je vais le télécharger, le regarder chez moi, déjà. Et le deuxième truc, en même temps, je pense que... putain, je vais encore être celui qui défend les blancs, mais je pense que tu fais une scène, tu prends une scène, tu réalises une scène avec un noir qui est attaché et un blanc qui est en train de fouetter un noir. Sur 100 blancs qui regardent la scène, il y en a combien qui se réjouissent? Si tu me dis il y a 95% des blancs qui adorent ça, etc., je te dis on a un problème. Moi, je pense que la grande majorité des blancs en 2021, même ceux qui sont pas intersectionnels, déconstruits, etc., ils sont assez mal à l'aise aussi avec cette représentation-là. Mais moi, je pense que c'est une représentation avec laquelle les personnes, en tout cas de l'Académie des Oscars, est plus à l'aise que de voir des personnes noires en super-héros, par exemple. Enfin, franchement, c'est quelque chose dont je suis à peu près certaine. Ouais. Et pour moi, c'est aussi pour ça que ce trauma porn, il est problématique. Parce que pour moi, c'est un divertissement échappatoire un peu, pour certaines personnes, de se dire « Oh là là, regardez le racisme avant, c'était vraiment horrible. Regardez ce qu'on leur faisait subir et tout. Et ça leur permet aussi de absolument pas se questionner sur les autres formes que ça prend aujourd'hui, le racisme et la négrophobie. Parce qu'on se dit, bon, regardez, avant, on brûlait vif des Noirs, c'est bon, c'est pas parce que je t'ai traité de singe ou je t'ai touché les cheveux que c'est... Hein, tu vas pas me dire que c'est du racisme. Pourquoi vous vous plaignez, en fait? Et je pense qu'en fait, c'est là où c'est vraiment problématique, en fait. C'est-à-dire qu'on montre des formes extrêmes, dégradantes pour les personnes noires de violences racistes, qui permet, en fait, à la fois de divertir et en plus de se dire dans la vraie vie, bon bah en fait finalement on n'en est plus là, donc c'est bon, on a évolué. On tape sur l'épaule, tu sais, on se félicite en mode... regardez, allez tiens, un petit Oscar. On est quand même vachement progressiste aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce qu'on est sympa. Et du coup, pour moi, le fait que ce courant soit porté par les studios qui se cachent derrière une forme de dénonciation pour produire ce trauma porn en disant, oh là là, regardez, on dénonce. Et en plus, maintenant ils sont malins, ils mettent des personnes noires derrière la caméra, réalisateurs, scénaristes, qui sont ambitieux, mais pas toujours aussi talentueux que Jordan Peele. Bah, du coup, c'est un problème. Donc, du coup, si c'était à refaire, mais c'est mon avis personnel qui n'engage que moi, je ferais de Get Out un film culte inconnu. Entre nous, on connaîtrait, voilà. Mais ce serait pas... voilà, tout à fait. Zéro récompense pour que Hollywood nous laisse tranquille et que cette vague un peu edgy du trauma porn n'existe pas, en fait. Parce que maintenant, il faut nous laisser. Mais je suis d'accord avec toi qu'en plus, parfois, en pop culture, le succès, c'est une malédiction.
Tu vois, tu fais un truc, évidemment qu'on a envie que tous les artistes qu'on aime, que toutes les œuvres d'art qu'on aime touchent le maximum de gens, mais parfois les trucs ils deviennent tellement gros que ça t'échappe. Puis tu fais des émules et tu fais des... Et après, t'as des vieux copycats qui débarquent. Ouais, c'est ça, des ersatz, quoi. Dans le rap, c'est aussi comme beaucoup. Mais je m'arrête là. Bah voilà, c'était mon avis sur Get Out. C'est donc à moi de conclure sur des avis pas très populaires. T'attends avec des pierres dehors. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Napoléon. Et je tiens à dire que cette chronique a été rédigée le jour du bicentenaire de la mort de l'empereur. Donc en son souvenir. Voilà, l'esprit est là. Ce sera diffusé plus tard, mais l'inspi était là, l'esprit était là. C'est quoi ton opinion alors? Le président lui a même rendu hommage. Attends. Bon, c'est quoi ton opinion sur Napoléon? Mon je suis prêt à sortir de mon siège, opinion, c'est que si vous aimez Napoléon, vous n'aimez pas la République. Et ne pas aimer la République, c'est mal. Non. Voilà, je croyais vraiment que tu allais dire que c'était un FDP, mais ok. Acteur Studio, franchement, réaction à Acteur Studio. Il y a donc quelques semaines, au moment où vous écouterez cet épisode, le président Emmanuel Macron a rendu hommage. C'est complexe de parler de Napoléon lorsqu'on est chef d'État français, mais il a parlé de Napoléon et surtout il vous a prévenu, vous deux, les indigénistes, les séparatistes, les noiristes, les islamo-gauchistes. Et la volonté de ne rien céder à ceux qui entendent effacer le passé au motif qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du présent. Non. Non. Napoléon Bonaparte est une part de nous. Bah ça, c'est vrai. Il l'est parce que dire son nom continue de faire vibrer partout 1000 cordes d'imaginaire. Bon ben voilà. Les canonnades de la campagne d'Italie, l'entrechoquement des sabres d'Austerlitz, les suppliques. Voilà, bon, on a compris. On a compris. En vrai, il a raison, hein, Okay, c'est une part de nous. Hein. C'est une part de nous et ça fait vibrer des cordes. Je sais pas dans quel sens. Mais il n'est pas d'accord que je sois allé renverser des statues l'été dernier, c'est ça? Alors, on va partir du début. Déjà, ce que je disais, c'est mon opinion impopulaire. C'est pas tellement que Napoléon est FDP, etc. Bon, ça, voilà. Mais c'est plutôt cette espèce de contradiction qu'on a entre tradition napoléonienne et modernité et république. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est quand même une figure relativement positive dans l'inconscient collectif. Napoléon, c'est un peu comme De Gaulle ou d'autres personnages historiques, il est généralement plutôt bien perçu, quoi. C'est l'inconscient de qui? Ça dépend déjà de qui, mais ça dépend aussi des périodes. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui te disent que si t'aimes pas Napoléon, c'est parce que tu te centres sur tes petites différences, etc. C'est une façon de simplifier, de raccourcir l'histoire. Mais partons du début. En fait, le mot république en France, il est hyper galvaudé. Il est exploité à toutes les sauces et dans le discours politique français en 2020-2021, on présente la République presque comme une exception française. Et on la définit jamais, parce que c'est très difficile à définir ce que c'est une République. Mais ce qui est important, déjà, je pense, pour commencer, c'est de dire que l'Iran, les États-Unis, la Chine sont autant des républiques et légitimes à être des républiques que la France. Et ce mot République en France, il prend des proportions un peu... je pense que ça nous rend un peu bêtes. Un peu comme les Américains avec le mot freedom à l'époque de George Bush. You don't like freedom? Ouais, freedom fries. You don't like freedom. On a la freedom. Et en fait, je pense que ça nous rend un peu tombé. Alors déjà, il faut poser le contexte français. En France, le camp des républicains, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ce sont des conservateurs qui sont manipulés par les puissances de l'argent, qui se servent de vieux principes du XVIIIe siècle pour justifier le statu quo. En France, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Ici, quand on dit république, c'est plutôt pour dire que tel ou tel truc est contraire à la République. Ouais. Donc, par exemple, on utilise, tu veux dire, le concept de république que comme une arme par destination, quoi. Je te donne des exemples. Vas-y. Les jupes trop courtes au lycée, c'est contre la République. C'est contre la République. L'écriture inclusive, c'est contre la République. Okay. C'est un jeu. Adorer un autocrate qui a renversé la Première République, placé des membres de sa famille sur tous les trônes d'Europe et orchestré le rétablissement de l'esclavage. Est-ce que c'est pour la République? Voilà. Et donc c'est là. Non, ça va. Ça, c'est pas anti-républicain, tranquille. Donc en fait, on vit une période où on est en pleine Napoléon mania. Donc on a eu donc cet hommage du président, des expos, des émissions, et puis surtout un retour en force des reliques de tout ce qui a été touché par Napoléon prend des proportions assez extraordinaires. Il y a
des gens fantastiques comme ce Pierre-Jean Chalençon, qui est le fan numéro 1 de Napoléon. Putain, Donc, il cumule, lui. Hein. je replace le contexte. Pierre-Jean Chalençon, il s'est fait vraiment connaître du grand public il y a quelques semaines, quelques mois, parce qu'il organisait au Palais Vivienne des petites réceptions, des petites sauteries, des dîners en plein confinement, en pleine pandémie avec des puissants, etc. Et puis il a fini par dire qu'il fait ce qu'il veut, on est en démocratie. en République. Gardien du patrimoine. Et tu vois, quand tu vois ces objets, quand tu vois un peu ce lieu, bah, tu comprends mieux un peu le personnage que je suis. C'est aussi pour ça que j'ai une forte gueule, parce que je défends le patrimoine, la France, nos valeurs, nos artisans. Et que quand des fois je vois que tout part à vous et à Dia, c'est pas ça l'expression. Donc c'est pour ça que je suis aussi des fois un râleur et que je défends un petit peu ce qu'a fait notre civilisation depuis tant de siècles. Et qu'aujourd'hui, ça part un peu en vrille. Nos valeurs, notre France, notre pinard, notre terre. Alors, Napoléon, c'est pas une passion nouvelle. En fait, c'est des cycles. La première fois qu'on a eu une folie de Napoléon, c'était génial, c'est au moment de la mort de Napoléon. Parce qu'en 1821, lorsqu'il meurt, en fait, ça fait 6 ans, donc il est plus empereur. Et on l'a oublié, c'est un peu un loser. Et donc, il y a la mort de Napoléon qui va un peu le remettre sur l'actualité. Puis 2 ans plus tard, il y a le mémorial de Sainte-Hélène qui réécrit un petit peu l'histoire. Mais aujourd'hui, voilà, on est sur les chiffres ronds, on est sur les 200 ans de Napoléon, et il y a déjà cette première bataille de notre époque, la bataille histoire contre mémoire. Enlever une statue de Napoléon, une statue de Colbert, c'est effacer l'histoire. Bon, c'est pas tout à fait ça l'histoire. Et on est passé de la guerre des mémoires à la guerre des mèmes, où en fait, aujourd'hui, ça se tape juste sur la tête en disant non, Napoléon, il était génial, Napoléon, il était horrible. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le contexte dans lequel on a des discussions au sujet de Napoléon en 2021. Aimer ou ne pas aimer Napoléon, ça veut dire des choses de l'époque dans laquelle on est. Alors aujourd'hui, il y a quelques jours, quelques semaines, on a eu un appel de généraux en retraite à la guerre civile, un rappel à l'ordre, un homme providentiel. Je pense que dans un contexte de 2021, on ferait mieux de s'apesantir sur... S'apesantir sur, par exemple, les 60 ans du putsch d'Alger, où on a des généraux qui refusent l'autodétermination du peuple algérien, et plutôt parler de parfois en France on a une tradition autoritaire avec une armée qui reste pas toujours très bien à sa place, peut-être qu'il faudrait parler de ça au lieu de bêtement vénérer un petit chef. Donc ça, c'est un exemple. Autre chose aussi qui aurait été intéressant de mettre encore un peu plus en avant, c'était ça. C'était la commune de Paris, 1871. J'ai entendu parler de certains trucs autour de la commune, là, en ce moment. Ça prend pas la même ampleur au niveau national. Je pense que tu en as entendu parler probablement dans des milieux islamo-gauchistes pour dire mais en fait, les femmes ont participé à la commune, les ouvriers étaient là, etc. Mais une des cibles, justement, de la commune, des communards, c'était une statue de Napoléon, la colonne Napoléon, place Vendôme. Donc l'amour pour Napoléon, la haine pour Napoléon, il n'y a rien de très nouveau dans tout ça. Mais en fait, moi, ce que je pense qu'il faut replacer aussi dans un autre contexte, c'est une peur de déclassement de la France qui n'est plus au même rang qu'à l'époque de Napoléon. Si vous voulez, la France a 130 départements, vous en avez rêvé, Napoléon l'a fait. Et donc, il y a tout ce truc d'une idée d'une France qui est vraiment au centre de l'Europe, avec une Europe sans Allemagne unifiée, sans Italie, avec une Angleterre déjà en mode Brexit. Ça, c'est une France qui marche pour les intérêts tricolores. Et en fait, moi, je peux comprendre ça parce qu'à chaque fois que je me balade en Europe, dans les pays frontaliers, je me dis, comment se fait-il que Monaco, la Suisse, la Belgique, ça fasse pas partie de la France, alors que la Martinique, la Nouvelle-Calédonie et la Réunion, au calme, c'est la France. Donc il y a une certaine contradiction. Et donc je comprends que si l'armée française a envie, a des fourmis dans les jambes et a envie de s'exercer un petit peu, ils n'ont qu'à, je sais pas, aller imposer la liberté au Liechtenstein, aux îles anglo-normandes, ça ne me posera aucun problème. Donc ça, c'est un premier truc où on a beaucoup de choses à reprocher à Napoléon au niveau européen. Il y a notamment un début de polémique en 2015 avec un projet de pièce de 2,50 €. C'est les Belges qui ont eu cette idée. Une pièce de 2,50 € qui vient commémorer les 200 ans de la bataille de Waterloo. Donc ils ont fait la pièce, etc. Et vous savez pourquoi ça s'est pas fait ?
Pourquoi ? Parce que la France a dit non. Bah, on a perdu. On a perdu à Waterloo, François, putain. Oui, On va pas se faire troller par les Belges. Donc voilà, il y a tout ce truc où comment faire pour concilier la mémoire de Napoléon et le projet européen. Mais Kevin, est-ce que tu vas mettre les pieds dans le combo ? Ouais, parce que depuis tout à l'heure, là, tu Moi, danses j'attends, autour là. du truc, tu dis pas les termes, tu parles La pas pièce de français. 2,50 €, là. Attendez. Il y a déjà, au niveau européen, toutes les distances, la distanciation sociale qui a pendant des décennies été nécessaire à l'égard de Napoléon. C'est-à-dire que les présidents passés, il y avait d'autres bicentenaires, commémorations de Austerlitz, etc. Et ils se sont toujours tenus à une distance raisonnable de Napoléon. Pour une première raison, c'est que justement, pour construire le projet européen, c'était peut-être pas une très bonne idée de vanter le mec qui a roulé sur toute l'Europe pendant une dizaine d'années. Et puis la deuxième chose, c'est que dans les années 40, il y a un petit moustachu qui est venu se recueillir devant le tombeau de Napoléon. Donc vraiment, cette idée que Napoléon avait été une source d'inspiration pour tout ce qui s'est passé de sombre, etc. Donc ça, c'est un premier truc. Et puis ensuite, oui, effectivement, il y a la question assez importante, assez centrale de l'esclavage. Et je dois dire que même du côté de la Fondation Napoléon, même du côté des fans de Napoléon, en 2021, plus personne ne nie ou ne cherche à dire que ça n'a pas existé, etc. Tout le monde est d'accord pour dire que Napoléon a rétabli l'esclavage et que c'était mal. Dans l'ensemble, les gens disent ça. Bon, alors, est-ce qu'ils appellent ça un crime contre l'humanité ou est-ce qu'ils appellent ça une faute morale, une erreur, une bourde, voilà, non. Un dérapage. Petit rappel des faits. L'esclavage donc dans le monde colonial français, les colonies françaises a été aboli entre 1793 1794 jusqu'à 1802 où avec ce fameux décret du 20 mai 1802 Napoléon rétablit l'esclavage dans les colonies et ça va avoir des conséquences majeures déjà au niveau des colonies françaises. Donc on a la révolte à Saint-Domingue qui va repousser l'expédition de Leclerc envoyé par Napoléon, beau-frère de Napoléon, qui va mourir à Saint-Domingue. Et puis le 1er janvier 1804, Saint-Domingue qui devient Haïti. Et puis à côté de ça, en parallèle, même juste avant, on a la Guadeloupe, où des officiers libres de couleur, menés par Delgrès, on va dire tentent de résister à une expédition envoyée par la France, sont débordés et au lieu de se rendre préfèrent mourir. Ce qu'il y a de très intéressant dans tout ça, c'est que cette histoire elle a très, très longtemps été racontée un peu comme une sorte d'astérisque, c'est-à-dire c'est pas cette petite histoire marginale et lointaine qui va gâcher qui va empêcher de célébrer la beauté de l'empire napoléonien. Tu vas à Fort-de-France en Martinique, t'as la statue de Joséphine de Beauharnais décapitée. Alors il paraît qu'elle est partie la statue. Ah moi ça fait 2 ans que je suis pas rentré, mais la dernière fois que j'y étais, elle était là. Moi on m'a dit sur Twitter, parce que j'en ai parlé, on m'a dit la statue, il y a plus rien à décapiter, on l'a enlevée. Je crois qu'elle est toujours là, mais qu'ils ont jamais remis la tête en fait, ils ont lâché l'affaire. Ouais, elle est restée. Et il y a une sorte de tag, île à vendre, etc. En gros voilà, Joséphine de Beauharnais, la femme de Napoléon, qui est née en Martinique. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi que c'est elle qui a un peu convaincu son mari. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Elle était fille aussi elle-même de. Elle vient donc d'une famille de Béquet, la famille Taché de la Pagerie, donc les colons qui sont les possédants bien évidemment, mais à l'époque le lobby colonial au début des années 1800, il est très puissant et c'est pas des décisions qui se prennent sur l'oreiller, c'est pas juste ton compagnon, ta compagne qui te dit vas-y rétablis l'esclavage. Il y avait des intérêts financiers. Il y avait des énormes intérêts financiers, puis il y avait une vision aussi du monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien expliqué dans un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle La démence coloniale sous Napoléon. Et en fait, ça montre 3 choses très intéressantes sur cette période du rétablissement de l'esclavage. C'est 3 points importants. C'est le revirement, l'ampleur et la persistance, ou la résistance plutôt. Le revirement, c'est... En fait, souvent, on a tendance un peu à atténuer le rétablissement de l'esclavage en disant non, mais c'est l'époque. Il y avait des gens qui n'étaient pas pour. Hein. Le truc, c'est que s'il y a un rétablissement, c'est qu'il y a eu une abolition. Donc, c'est ce qui rend aussi la France un peu exceptionnelle dans le sens négatif, c'est que c'est le premier pays qui abolit l'esclavage. Genre, il y a quoi, on abolit l'esclavage, et puis c'est le premier pays qui dit bon... En fait, c'est mieux quand même. Et qu'est-ce qui explique ça? C'est aussi un changement de régime.
On passe d'une république à un pouvoir beaucoup plus personnel, à l'empire, etc. Je fais juste une pause parce que je rigolais, parce que je disais à chaque fois qu'on fait un épisode du Chip, j'ai l'impression qu'on est dans le bus magique et que toi, t'es la prof qui nous conduit, et que François et moi, on est derrière. Mademoiselle qui est en tête. J'ai jamais regardé, mais ça me fait plaisir. Je vois le générique, mais j'ai jamais regardé un épisode. T'as jamais regardé le bus magique? Sur le fleuve de l'amour, dans le bus magique. Silence les enfants. Vous êtes dissipés. Assieds-toi bien sur la banquette. Installe-toi sans hésiter. En place. Excuse-moi. Je disais d'abord un revirement, c'est-à-dire donc franchement la France qui va complètement changer son fusil d'épaule et passer de « nous sommes pour la liberté universelle » à « oui, bon... » Pour les Noirs quand même. Voilà. Et puis ensuite, c'est l'ampleur de la démesure. Ça aussi, c'est hyper intéressant, c'est que la question de cet empire colonial, c'est pas juste la Guadeloupe, la Martinique, ou Sainte-Lucie, ou Saint-Domingue, etc. C'est vraiment une vision du monde avec des grands empires qui s'affrontent. Par exemple, on a tous entendu parler de la campagne d'Égypte de Napoléon. En fait, l'idée, c'est aussi de bloquer l'accès des Britanniques de la Méditerranée vers les Indes. Et donc, ça se passe par l'Égypte. On a déjà des très, très gros empires avec des logiques de compétition, de monopole, de trucs comme ça qui sont très intéressants. Et puis, le troisième point qui est aussi très intéressant dans le travail d'Yves Besneau, c'est la persistance ou la résistance, en tout cas, aux autorités françaises. C'est-à-dire qu'on imagine que parce que Napoléon a changé d'avis, voilà, c'est l'esclavage. Ouais. Que tout le monde, et je parle pas forcément des résistances sur place, aux Antilles de résistance à l'esclavage, je parle même de la société en France, avec des gens qui vont continuer à réfléchir, à s'opposer à l'esclavage. Donc ne pas déjà mettre ça dans une sorte de contexte du début des années 1800 et de dire de toute façon personne n'avait jamais rien dit. Non, les Lumières justement, on dit que Napoléon c'est quelqu'un qui va poursuivre l'œuvre des Lumières et les exporter à travers toute l'Europe. Ça dépend quelle partie des Lumières. L'œuvre de pour qui plutôt. Ça dépend pour qui, et puis ça dépend quelle partie des Lumières. Si tu es obsédé par, je sais pas, les questions juridiques, le code civil, etc., effectivement, c'est peut-être une avancée extraordinaire. Mais par exemple, si tu penses à des gens comme Condorcet ou l'abbé Grégoire qui ont pensé, qui ont réfléchi à la question de... Je dirais pas de l'égalité totale entre les hommes, mais au moins de la question de la liberté, de l'esclavage, etc. Ben cette partie-là des Lumières, Napoléon, c'est pas tellement son délire. Donc voilà. Il y a aussi plein de questions, de citations qui sortent sur Napoléon, sur est-ce que Napoléon était raciste, est-ce qu'il n'était pas raciste, qu'est-ce que le racisme, est-ce qu'on peut parler de racisme à l'époque. J'ai une citation et Mélanie, tu vas me dire si tu penses que c'est raciste. Vas-y. Tu vas me dire en quoi c'est raciste. Si j'eusse été à la Martinique, j'aurais été pour les Anglais. Je suis pour les Blancs parce que je suis blanc. Comment a-t-on pu accorder la liberté à des Africains? Croyez-vous que si la Convention avait su ce qu'elle faisait, elle eût donné la liberté aux Noirs? Donc on peut pas juste dire... Vas-y Mel, excuse-moi. Plutôt raciste, hein? Non, ouais, ce que j'allais dire, c'est que du coup, on peut je vois pas comment on peut défendre ça, mais oui. On peut pas juste dire que Napoléon c'était un homme de son temps, c'est ça que tu veux dire en fait, parce que l'argument qui va venir, c'est Napoléon, ok, peut-être qu'il a rétabli l'esclavage, mais à l'époque, tout le monde était, on va dire, plus ou moins pour ce statu quo. Et là, t'es en train de dire que non, il va un peu plus loin que ce que lui impose l'époque. Alors, il y a des gens qui vont se plaindre en disant oui, mais bon, c'est cité un peu hors contexte, etc. Donc, on sait pas de quoi il parle. Si ça se trouve, il parle des dames, ou il va jouer aux échecs, et donc il explique qu'il est pour les Blancs parce qu'il est blanc. Mais en fait, non, effectivement, il est dans un contexte où on parle du rétablissement de l'esclavage et surtout d'une situation compliquée dans laquelle la France se trouve en 1802. La France vient de signer une paix qui va être provisoire avec l'Angleterre, et récupère la Martinique, qui pendant presque une décennie avait été occupée par les Anglais, et donc l'esclavage n'a pas été aboli en Martinique. Et donc Napoléon, il est face à un choix. Il y a des possessions où l'esclavage a été aboli, et des possessions qu'on récupère où l'esclavage... Il harmonise, quoi. Il harmonise par le bas, on va dire ça comme ça. Donc on va rétablir l'esclavage dans nos colonies, et on va pas l'abolir dans les colonies qu'on les récupère. autres, là, here we go again. Et donc il y a effectivement des questions de lobby colonial, de qui parle, de quels intérêts il veut servir, de compétition aussi avec les puissances qui, elles, pour le coup, sont esclavagistes à l'époque. Donc si on doit payer notre main-d'œuvre alors que sur l'île d'à côté, les Anglais ou les Espagnols ou les Hollandais, etc., ne payent pas. Donc c'est toutes ces questions-là qui se posent lorsqu'on parle de Ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'était pas un grand philosophe des libertés, quoi, qu'il était plutôt financier, quoi. C'était pas un grand philosophe des libertés, et c'est surtout pas une conception de la République, je pense, qu'on partage. C'est-à-dire que Napoléon, au début du 19e siècle, les gens qui le supportent, c'est surtout les puissances de l'argent. Et ce qu'on apprécie chez Napoléon, c'est l'ordre.
C'est quelqu'un qui va mettre un peu fin à une récré de 10 ans où il y a plein de paroles de liberté, de ceci, de cela, d'égalité, sur la question des femmes. Les femmes redeviennent des mineurs. Le code Napoléon pour les femmes, c'est aussi une forme de retour en arrière. Alors il y en a qui vont dire, mais non, mais ça protège le foyer, ça protège un papa et une maman, etc. Ça protège ma main dans ta figure. Tu voulais réagir, François? Non. Je voyais, j'ai l'impression de voir les rouages qui tournent. Je suis ce que tu dis. Tu es bien assis sur la banquette. En fait, finalement, aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fonction de la perception et que tu vas avoir de Napoléon, on peut presque te situer finalement sur l'échiquier politique et notamment identitaire par rapport à la question coloniale, quoi, en fait, c'est ça. Tout à fait. Et de réclamer, en fait, une sorte de glorification de Napoléon, parce qu'en fait, personne ne demande que Napoléon soit effacé des livres d'histoire. Et même les polémiques autour de Napoléon font qu'il n'y a jamais eu autant d'émissions, en ce moment c'est plus facile que jamais de découvrir des trucs sur Napoléon. Donc en fait, critiquer Napoléon, c'est pas l'enlever des livres d'histoire, c'est juste de dire, moi je me reconnais pas personnellement dans une Napoléon on fait tous partie de Napoléon fait tous partie de nous. En fonction de ton avis sur ta position sur Napoléon, on peut deviner qui tu es. Dis-moi ce que tu penses de Napoléon, je te dirai qui tu es. Mais oui, sur la question de Napoléon, moi je trouve juste très surprenant que aujourd'hui on nous vante la République à toutes les sauces en permanence, et que des personnages qui disent des choses qui sont ouvertement anti-républicaines. Tu vois, je pense à Philippe de Villiers qui vient sur tous les plateaux dire des atrocités à longueur de journée. Lui, il n'a pas de problème, il n'est pas en marge de la République. Et toi, tu viens dire, oui, mais en fait, je pense que Napoléon, il n'a pas toujours été très gentil avec la Guadeloupe, ça se voit sur les courbes démographiques, etc. On te fait, toi, par contre, la République, tu l'aimes ou tu la quittes. Et c'est ce genre de truc qui, moi, me fait m'arracher les cheveux. Quand tu fais partie des damnés de la terre, comme dirait l'autre, tu portes pas Napoléon dans ton cœur, en fait, et c'est vraiment révélateur. Vous avez peut-être écouté ce morceau de Youssoupha, ce classique inénarrable qui s'appelle Éternel Recommencement, dans lequel c'est la première fois que j'ai entendu ça, en fait. C'est la première fois que j'ai appris, en fait, quelque chose sur Napoléon que je savais pas. C'est quand il dit ce qu'on nous enseigne me sidère, on oublie de nous dire que Napoléon était raciste et sanguinaire, quoi. En fait, c'est un peu ça l'idée. Quand tu vois l'idée que lui en a, tu vois, Youssoupha, qui est une personne noire, décoloniale, tout ça, et l'idée que s'en font en fait les institutions, si tu veux, il y a un contraste qui est saisissant. Et pareil sur qui on met à l'honneur dans cette histoire de France. Il y a quelques mois, il y a environ 6 mois, j'ai eu la chance de discuter avec un historien extraordinaire qui s'appelle Soudir Azari Singh. Soudir, il est franco-britannique d'origine mauricienne, mais sa famille est originaire d'Inde. Et ça fait plein d'identités qui cohabitent. Et il est prof d'histoire et il est spécialisé sur les grands hommes. Alors, ces dernières années, il y a plein de gens qui vont critiquer l'histoire des grands hommes, juste mettre des hommes en avant, on pourrait plus étudier les mouvements sociaux, etc. Mais bref, Soudir, il se spécialise sur... peut-être, je sais pas. Non, mais c'était justement en sens individuel. Je sais. Mais oui, je charrie. Mais Soudir, lui, donc, il s'intéresse aux grandes personnalités de l'histoire de France, et donc il a commencé par De Gaulle et Napoléon, sans grande surprise. Et donc De Gaulle, puis Napoléon. Et c'est en travaillant sur la figure de Napoléon qui creuse un peu, il tombe sur l'histoire coloniale de la France, et il tombe sur l'histoire d'Haïti et Toussaint Louverture. Et en fait, il se rend compte que ça fait des années qu'il étudie l'histoire de France et qu'il n'a jamais entendu parler de Toussaint Louverture, de ce que Toussaint Louverture représente pour les idées des Lumières, de la Révolution, de la République. Tu trouves en fait quelqu'un de beaucoup plus solide, de beaucoup plus cohérent. C'est pas pour dire que c'était un saint et que tout s'est bien passé, mais où tu comprends en fait que lui, oui, effectivement, la République, la Révolution, ça lui évoque des choses. Et en fait, il dit qu'avant de commencer à travailler sur Toussaint Louverture, donc Soudir, l'historien, qui a étudié l'histoire de France avec des Français, des universités françaises, il dit que son ignorance sur Toussaint Louverture était savamment documentée.
C'est-à-dire que en France, ne pas connaître, si on connaît pas bien Toussaint Louverture en France, c'est pas juste un hasard, c'est aussi parce qu'il y a des grandes personnalités. Pardon ? C'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est parce que si on parle du début du 19e siècle ou de la Révolution française, il y a des grands noms qui vont prendre toute la lumière et qui vont enlever la complexité, etc. Donc ces temps-ci, il y a plein de choses et de recherches et de discussions intéressantes qui se font sur cette époque. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais je pourrais conclure en vous faisant une petite conclusion, en vous disant une première chose, c'est que l'excuse de l'ami noir, c'est Napoléon qui l'a inventé. Non. Si. Napoléon en Je rétablis l'esclavage, j'ai de très bons amis qui exactement, en 1802, donc il rétablit l'esclavage, mais en 1815, il perd tout une deuxième fois, et cette fois-ci, on l'envoie à Sainte-Hélène, donc une petite île au milieu de l'Atlantique, et il y a un esclave qui est jardinier, et qui s'appelle Toby. Comme dans Roots. J'allais dire. Kunta Kinte, frère. Et Napoléon, il s'est insurgé. Et il a demandé la libération de Toby, son ami, l'esclave, parce que en fait, c'est notre égal. Alors je crois que Toby n'a pas été affranchi, qu'on a demandé à Napoléon, etc. Mais voilà, j'aime bien ce truc que vraiment, si vous tapez Toby, Napoléon, vous allez tomber sur des dizaines d'articles de mecs qui disent attendez, peut-être que Napoléon est derrière le rétablissement de l'esclavage pour des centaines de milliers de gens, mais il avait un pote esclave et il était pour sa libération. Donc ça, c'est beau l'histoire de France. C'est quand même très très beau. Et puis en guise d'autopromo, depuis quelques mois, j'ai lancé mon propre podcast qui s'appelle Le Paris Noir Podcast. Et au moment où vous écouterez cet épisode, il y aura un épisode qui sera disponible donc sur Le Paris Noir Podcast avec Marcel Dorigny, où on va parler de Napoléon, de la démence coloniale et plus particulièrement de ce livre Napoléon et la démence coloniale d'Yves Benoît, qui malheureusement n'est plus. Et on va pouvoir vraiment aller loin dans les histoires de blocus, mais les Anglais qui empêchent les Français et l'autonomie de Saint-Domingue et des trucs comme ça. Donc ça va déboulonner sec, quoi. Ça va déboulonner. Après Colbert, après Cuvier, c'est bon, Napoléon, we're coming for you next. Voilà, c'est tout pour moi. Donc conclusion de l'épisode, si j'ai bien compris, fuck Issaré, fuck Get Out, fuck Jordan Peele, et puis fuck Napoléon. Bon, ben on va se faire des amis. Voilà, c'est ça. C'est super. C'était le Chip. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés. Si jamais vous nous regardez, puisque vous pouvez nous regarder sur YouTube, nous regarder en vidéo. Cet épisode a été produit par le studio Majorel et notamment Adrien, à qui on va encore décidément donner beaucoup de fil à retordre. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @le Chip Podcast. On a mis des belles photos de nous. C'est ça, on est sur IG, on est sur Twitter, on est sur Facebook, mais bon, on est sur Snapchat. On est sur Snapchat on aussi. On arrive sur Snapchat. Attends, calme-moi j'ai rien dit. Calme-moi avec les annonces. Je crois que je vais la refaire, franchement. Tu nous as outé là. Ouais, c'est pas une bonne idée. Excusez-moi, refais. Ok. Qu'est-ce que je disais déjà ? On est partout. Fuck tout le monde. Mais tu peux merci Mélanie. Du coup, je vais reprendre aux réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, @le Chip Podcast. On est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur Facebook, mais il n'y a pas grand chose à aller voir sur Facebook, c'est pas grave. On a 3 amis sur Facebook. Ouais, voilà, on est un peu comme ta grand-tante, tu sais, qui s'est créé un compte Facebook. Allez pas sur Facebook. Mais voilà, vous pouvez nous trouver @le Chip Podcast. Évidemment, vous pouvez nous retrouver dans toutes les bonnes applis de podcast, sur votre bon marchand de journaux. Si vous nous croisez sur Apple Podcast, dites-nous salam et mettez-nous 5 étoiles, laissez-nous des pouces bleus, laissez-nous des pouces en l'air. Si vous voyez sur YouTube, vous pouvez nous envoyer des messages, nous dire... Recommandez le Chip. Voilà, prenez le risque, envoyez-le à un ami de la couleur que vous voulez, mais faites circuler. On n'est pas raciste, on est gentil, vraiment. On n'est pas aussi raciste que les racistes disent qu'on est. On est vraiment sympa. Donc voilà, que dire d'autre ? Voilà, merci à tous les gens qui nous ont dit quand est-ce que vous revenez ? Je sais que c'est le 4e épisode qu'on fait, mais j'ai envie d'en remettre une couche parce que vraiment, j'arrive toujours pas à croire en fait qu'on soit. Back. Franchement, c'était chaud. C'était chaud, c'était un chemin de croix un peu. Donc voilà, moi je suis toujours content d'être là et de parler devant ce micro, ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous aussi et à la prochaine. Ce podcast est le vôtre. Bisous. Bisous. Bisous.